Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire sur la fin des cookies tiers. L'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter les grandes tendances du post-cookie, de vous donner des bonnes pratiques pour élaborer votre feuille de route et aussi répondre à vos éventuelles questions pour tenter d'y répondre. Sur la slide suivante, on va se présenter, l'ensemble des personnes qui vont co-animer effectivement ce webinaire. Je me présente, je suis Guillaume Tollet, je suis directeur exécutif chez 55, en charge des verticales banque, assurance, télécom et énergie. Et j'ai en charge aussi pour l'ensemble des bureaux en France et à l'international de la communauté vie privée que j'anime chaque semaine et chaque mois pour veiller effectivement à l'ensemble des actualités réglementaires. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Sabrina Bouguessa de chez Google, que je vais laisser se présenter. Merci Guillaume et bonjour à tous. Alors moi je suis Sabrina Bouguessa, je suis en charge des sujets de protection de la vie privée et des sujets réglementaires pour l'Europe du Sud chez Google et essentiellement pour les produits publicitaires. Donc voilà. Et je vais laisser Alain se présenter. Oui, merci Guillaume. Bonjour à tous. Alors, Alain Friedli, je suis expertise et innovation manager au sein de 55. Après 5 années de conseil sur les sujets de mesure, de stratégie média, aujourd'hui, je travaille principalement sur les problématiques en médias qui sont liées à la data, aux technologies publicitaires et aux innovations de marché. En quelques mots, une présentation de 55. On est une data company spécialisée en data marketing. On a quatre services principaux, la data stratégie, le service cloud marketing et l'infrastructure, le conseil média et l'expérience client et l'analytics. On est plus de 400 talents chez 55, répartis dans 10 bureaux sous trois zones géographiques, l'Europe, l'APAC et les États-Unis. Je vais reprendre la main sur effectivement le rappel du contexte sur les cookies tiers et la fin de vie des cookies tiers. Peut-être qu'on peut projeter en grand écran, voilà, et aller sur la slide suivante. Comme l'a rappelé Sabrina, à partir de fin Q3 2024 et progressivement jusqu'à la fin d'année 2024, Chrome va se désengager et va décommissionner les cookies tiers. Cela veut dire, vous le voyez sur le schéma actuel, que à partir de Q3 2024, l'ensemble des navigateurs bloqueront toute une partie des cookies tiers. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'il faut commencer véritablement à évoluer et changer de méthode pour la publicité et le marketing digital. Sur le slide suivant, on voit les impacts. Qu'est-ce que ça impacte la fin de vie des cookies tiers? Ça impacte deux choses qu'on fait couramment tous les jours, l'activation média marketing et la mesure. Quand je parle d'activation, je parle bien sûr de ciblage, de targeting et bien sûr de reciblage. Et au niveau de la mesure, ça impacte la mesure post-view, le capping publicitaire et dans une moindre mesure aussi la mesure post-clic. Donc il faut bien avoir ces deux pans effectivement en tête, les impacts sur l'activation et l'impact sur la mesure média et marketing. Et nous, notre stratégie et ce qu'on va vous développer tout au long de ce webinaire, c'est que vous devez élaborer une feuille de route post-cookie. Et il ne faut pas attendre, il faut s'emparer du sujet dès maintenant. Et cette feuille de route post-cookie doit reposer sur trois piliers. Un, capitaliser sur la donnée first party, la vôtre, mais aussi celle de vos partenaires. Et on va le voir avec Alain qui va vous présenter un certain nombre d'éléments là-dessus. Le deuxième pilier, c'est déployer des infrastructures de données sécurisées et résilientes au post-cookie. Et le troisième pilier, c'est de diversifier et de tester des nouvelles méthodes de ciblage qui vont arriver progressivement au courant 2024 sur le marché. Alain, je te redonne la main pour introduire effectivement la donnée first party. Yes, merci Guillaume et Sabrina. Comme tu viens de le dire et comme Sabrina vient également de le dire, la transition vers une stratégie qui est orientée data first party, c'est pas un pari, c'est pas une possibilité. En fait, aujourd'hui, c'est une nécessité pour les marques. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que la plupart des acteurs ad tech vont, et c'est déjà depuis quelques années. La donnée first party, bien entendu, elle se trouve du côté des annonceurs, mais elle se trouve également du côté des éditeurs. C'est bien ces deux types de données qu'il va falloir vraiment prendre en compte et intégrer dans les stratégies data à mettre en œuvre. Si on prend un peu de recul, quand on regarde ce qui se passe du côté annonceur, alors ici on a un peu illustré grossièrement ce qui se passe
dans l'environnement AdTech. Ce qui était présent, c'est un écosystème très fourni avec à la fois des publishers qui pouvaient s'échanger de la donnée, des acteurs AdTech, DSP, SSP, qui étaient enrichis par des éditeurs, et bien entendu aussi des data brokers type Bluekai, Data, qui revendaient de la donnée à l'ensemble des acteurs. Donc en fait, l'écosystème qui servait à vendre, distribuer et à servir les inventaires publicitaires, ils ont toujours fourni les moyens technologiques et les signaux aux annonceurs pour pouvoir retoucher les visiteurs ailleurs sur le web. La solution miracle, bien entendu, ça a été les cookies tiers sur les navigateurs qui permet à un tiers de suivre un individu d'un site A à un site B en étant complètement étranger à ces sites. Et dans cette situation, finalement, il n'y avait pas besoin pour les annonceurs d'accéder aux données des éditeurs. Ce n'était pas fondamental, car tout reposait sur la technologie cookie-based. Donc, ils n'achetaient pas du contexte de diffusion, ils achetaient des utilisateurs, des audiences. C'était de l'audience planning plutôt que du contexte planning. Et en plus, avec l'intégration entre tous ces acteurs, soit via API, soit via tag, on avait comment dire, une persistance des identifiants qui pouvaient se synchroniser. Et donc, les annonceurs, ils ont profité de ce système quelque part. Donc, la résultante d'un point de vue privacy, c'était un tracking qui pouvait être invasif, des critères de segmentation qui étaient très granulaires, beaucoup de segments, très forte volumétrie de segments, et un contrôle qui était assez limité sur le partage de la donnée. Mais avec les nouvelles mesures de blocage sur les cookies tiers, en fait, aucun traceur pourrait être déposé sur un navigateur lors de la visite d'un utilisateur en espérant pouvoir le lire quelque part ailleurs depuis un autre domaine un peu plus tard lors de la navigation de ce même utilisateur. Donc, en fait, c'est la pierre angulaire d'une grande partie de ces acteurs de la publicité aujourd'hui qui disparaît et ça rebat grandement les cartes. Ce qu'on voit côté publisher, c'est qu'il y a certains publishers dont le modèle économique était principalement basé sur du trafic cookifié qui disparaissent. Du côté des acteurs la tech, certains ont disparu, sont en train de disparaître. On le voit par exemple avec Amazon qui a annoncé la fin de SizeMeg pour l'an prochain. En revanche, on a d'autres solutions assez anciennes comme Peer39 qui restent là, qui ont une solution pérenne parce qu'ils ont une approche contextuelle qui est cookieless. Et du côté des data brokers, on observe un peu la même chose, c'est-à-dire que certains ont disparu, d'autres sont en train de pivoter. C'est le cas, par exemple, de Data qui devient une solution cookieless de targeting. Et nous, face à la perte des cookies tiers, la solution, elle se trouve côté annonceur, avec de la donnée first party. Et bien souvent, ces identifiants-là, ce sera des emails qui sont détournés de leur usage initial, c'est-à-dire pour de la connexion, pour du marketing direct, et qu'on va utiliser à des fins d'identification dans des environnements qui sont tiers, donc pour du ciblage ou pour de la mesure. Donc, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les annonceurs, ils sont mis à contribution beaucoup plus qu'avant. Ils sont responsabilisés dans le partage de la donnée et ils vont devoir capitaliser sur leurs propres données, finalement, pour continuer à adresser les utilisateurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut mettre en place une vraie stratégie first party. Donc, ça commence par des petits chantiers, enfin divers chantiers comme l'optimisation du taux de consentement, essayer de fixer le trafic, l'emmener vers le log collecté de l'email un peu plus tôt lors de la navigation, donc plutôt dans le funnel, via des jeux concours, via des newsletters, ce type de choses. On peut ensuite vouloir essayer de générer de l'insight sur l'historique de données qu'on a déjà collecté pour essayer d'instruire une stratégie qui sera cookieless. Donc, côté annonceur, ça peut se faire par exemple en croisant de la donnée média ad-centric à des données d'environnement de diffusion média pour essayer de comprendre là où on a de la performance et orienter une stratégie qui sera cookieless demain. Et côté éditeur, ça peut être en réalisant des analyses de contexte face aux audiences qui naviguent sur nos environnements propriétaires pour essayer également de mettre en place une stratégie cookieless. C'est ce que fait Tids avec son initiative Cookie Translator. C'est ce qu'a essayé de faire aussi Gravity, l'Alliance Gravity, en mettant en place du scoring d'URL cookie-based pour entraîner un modèle cookieless. Donc voilà, il y a des initiatives à ce niveau-là. Ensuite, les données, il faut la centraliser, la segmenter, bien entendu, et le faire proprement si possible. D'où la croissance des CDP aujourd'hui sur le marché qui prennent le relais des DMP. Cette segmentation, on peut aussi essayer de le faire dans une infrastructure cloud, par exemple, GCP. Et on a aussi des nouvelles solutions comme la Data Platform qui est aujourd'hui déployée au sein de Google Ads,
qui va jouer un rôle de hub pour centraliser, segmenter la donnée first party et ensuite l'activer. Et finalement, quand viendra l'activation des partenaires, là, il faudra identifier les partenaires pertinents qui peuvent exploiter cette donnée first party. Ce n'est pas toujours le cas. Les Walled Gardens, par exemple, ils ont tous pris ce virage depuis quelques temps pour essayer de continuer à cibler efficacement des utilisateurs sur leur environnement propriétaire et aussi pour prouver en fait la valeur de leur inventaire en faisant reposer l'attribution, la mesure sur ces signaux first party depuis déjà quelques temps. Bien entendu, toute cette stratégie de capital first party va soulever des questions vie privée. L'une des questions essentielles qui va être soulevée, c'est l'utilisation de l'email comme nouvel identifiant, comme le nouveau alpha et l'oméga qu'on va partager avec nos différents partenaires et les différentes plateformes. Aujourd'hui, l'email, il est collecté avec un consentement de marketing direct, c'est-à-dire pour véhiculer un message marketing via un email. Demain, on va utiliser l'email pour d'autres finalités, des finalités d'activation, de mesure, de partage avec les grandes plateformes. Et ça va nécessiter effectivement un travail, un chantier de renouvellement du recueil du consentement d'email. Et ça, c'est quelque chose à inscrire forcément dans vos tablettes dès maintenant et sur S1 2024. Alors ensuite, comme on l'a mentionné juste avant, la donnée first party exploitable, elle se trouve pas que du côté annonceur, elle se trouve également, bien entendu, en volume du côté des éditeurs. Et donc, il y a certains acteurs qui vont pouvoir se démarquer en faisant valoir un fort capital de données first party. Ce capital de données, il sera lié à la fois à des utilisateurs qui sont identifiables dans un environnement propriétaire et aussi lié à un inventaire publicitaire qui sera de qualité, parfois fonctionnel. Donc, c'est ce qu'on appelle le bundle data plus média. Si on a dans cet écosystème, bien évidemment, les walled gardens, qui eux ont du reach, du volume et du trafic logué. Ensuite, on a les retailers, bien évidemment, qui eux jouissent de signaux d'intérêt forts, de données transactionnelles. On a d'ailleurs un acteur comme Amazon qui vient se placer à la fois du côté walled gardens et retailers, ce qui fait sa force de frappe. Et on a des carrefours d'audience avec du trafic logué. C'est le cas de certains publishers, d'acteurs comme Le Bon Coin, qui ont beaucoup de data et qui ont de l'inventaire à faire valoir. Et donc, les perdants, ici, ce sera des publishers sans trafic logué ou avec peu de données qui ont que du contexte finalement à revendre aux annonceurs. Et donc, pour ces acteurs-là, l'objectif, ce sera peut-être d'aller auprès des retailers pour essayer d'enrichir ces données, pour essayer de la revendre derrière en faisant du contexte plus de l'audience. C'est ce qu'on voit par exemple avec le deal qui a été réalisé entre Vivendi, donc Dailymotion, Prisma, Canal+, et Values, c'est-à-dire le groupe Muliez, pour essayer d'enrichir ces données qu'ils avaient avec de la donnée à la fois transactionnelle et intentionniste. Donc, il y a une vraie opportunité pour les éditeurs de monétiser leurs données propriétaires avec des offres data. Et les régies de ces acteurs-là, elles prennent aujourd'hui de plus en plus de place dans l'environnement publicitaire en ligne. Donc, face à cette demande, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui investissent. Ici, c'est des chiffres pour le marché américain, mais on se rend compte que ça se passe à peu près de la même manière en France. Plus de la moitié des annonceurs euh, aux États-Unis annoncent vouloir augmenter leurs investissements en retail média sur les prochaines années. Pourquoi? Parce que il y a une capacité à toucher des cibles qui vont être proches de l'achat. Il y a des signaux d'intention qui sont très forts, des segments qui sont uniques souvent à aller activer, des offres qui peuvent être fonctionnelles ou omnicanales. C'est le cas par exemple avec Fnac Darty en France qui a une vraie offre online et offline qui est à la fois fonctionnelle et omnicanale. Il y a un cadre de diffusion qui est maîtrisé et une mesure de la performance end-to-end, c'est-à-dire on va de l'exposition publicitaire jusqu'à l'acte d'achat. Donc tout ça, ça fait que la tendance, c'est qu'il y a une sécurisation des investissements sur le retail média aujourd'hui qui est observée. Et donc assez logiquement, le paysage des offres se densifie avec diverses alliances data. Depuis quelques années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération sur le développement des offres par ces acteurs. L'objectif ici, c'est pas forcément d'aller dans le détail. Peut-être qu'on peut juste citer des alliances qui ont fait l'actualité récemment, par exemple Carrefour et Publicis Media qui ont annoncé Unlimitail, cette offre retail média à laquelle il y a des conglomérats d'enseignes qui peuvent participer, également Values Ads qui vient d'être annoncé.
Juste un petit laïus sur la mesure peut-être, le retail média, disons qu'aujourd'hui c'est un environnement qui n'est pas forcément normé sur cet aspect de mesure. Les mécaniques de mesure, elles ne sont pas abouties aujourd'hui. Donc on va vers une standardisation. Il y a IAB qui a sorti un white paper récemment sur le sujet et c'est une vraie attente des annonceurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore un frein aux investissements. Ça pourrait peut-être le devenir par l'avenir. Et c'est pas forcément un mouvement naturel qui se fait du côté des retailers, mais ils seront nécessairement poussés à le faire, à harmoniser justement cette mesure de la performance média. Et c'est quelque chose aujourd'hui dont on se dit que le retail média devra faire en 5 ans ce que le programmatique a fait en 15 ans sur cet aspect de mesure média. Et dans cette tendance du retail média, il y a aussi un point vie privée à bien surveiller. C'est la base légale utilisée par ces retailers pour utiliser les données. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de jurisprudence. Chacun utilise une base légale un peu différente, certains le consentement, d'autres l'intérêt légitime. Il n'y a pas vraiment de standard au niveau du marché. Et ils vont bien devoir, on va dire, clarifier aussi cet aspect vie privée pour continuer à collecter, traiter et partager les données consommateurs. Parce que vous, en tant qu'annonceur, ben, vous voulez travailler avec des partenaires qui sont propres et qui sont irréprochables. Et bien entendu, le régulateur français regarde de très près ces offres-là et ils sont surveillés de près. Donc, ils ont tout intérêt à montrer patte blanche dans les semaines et les mois à venir sur ce sujet. Donc, on l'a vu, toutes ces données, elles sont sensibles, elles sont first party, elles doivent transiter entre plusieurs acteurs. Donc, il faut mettre en place des infrastructures à la fois de collecte et de partage qui soient plus résilientes, qui soient plus sécurisées. On va se parler du coup de server-side, tout ce qui concernera la collecte en ligne, en direct. Et on se parlera ici aussi de data clean room, lorsqu'il s'agira du partage de manière ad hoc de données entre partenaires. Alors sur ça, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc peut-être qu'on ira assez vite sur cette partie server-side. On a sorti un article qui est présent dans notre blog, vous pourrez aller le consulter pour aller plus dans le détail. Ce qu'on veut adresser aujourd'hui avec le server-side, c'est plusieurs enjeux. D'abord, un enjeu de privacy. On a besoin de mieux contrôler la collecte de données, s'assurer que ce qu'on envoie, ça va bien à notre partenaire et pas à quelqu'un d'autre et qu'il n'y a pas d'informations supplémentaires. Ensuite, on a des enjeux sur la mesure. On l'a vu, il y a beaucoup de limitations aujourd'hui sur les cookies qui font qu'on a une mesure qui est partielle. On a des cookies qui durent moins longtemps ou qui sont supprimés. Et on le verra, le server-side permet d'y répondre avec une mesure qui est un peu plus résiliente sur le média. Et on a un contexte qui est mouvant. La CNIL a imposé certaines contraintes récemment aux annonceurs qui, par exemple, leur ont demandé de filtrer certaines données, puis la Commission européenne qui annonce dans la foulée que finalement on peut envoyer de la donnée aux États-Unis, etc. Tout ça pour dire que en fait, on a besoin d'ajuster régulièrement la collecte, on a besoin d'agilité sur les modifications à apporter au tracking et la collecte server-side apporte cette agilité. Assez rapidement sur les avantages en termes de sécurité. Pourquoi on a une collecte de données qui est plus sécure? Parce qu'on a ce proxy entre justement le navigateur et les partenaires qui va venir appliquer des filtres sur la donnée. Donc, on va pouvoir anonymiser, supprimer, modifier la donnée qui passe par le TMS server-side. Donc, on apporte une couche de sécurité. Ensuite, on peut enrichir aussi la collecte. Ça nous permet d'éviter d'exposer des données qui peuvent être sensibles en client-side. Par exemple de la donnée utilisateur, des données de marge produit. Donc tout ça, on peut l'injecter directement depuis le TMS server-side et l'envoyer au partenaire. Sur la mesure méta, on a des cookies qui sont créés, déposés côté HTTP, côté serveur. Ils ont une durée de vie qui seront plus longue que leur équivalent côté client-side. Donc, on a une mesure média qui est plus résiliente. Et l'expérience client pourra être optimisée parce qu'on va déporter la charge client-side vers le serveur. Et bonne nouvelle, l'ensemble des acteurs qui sont présents sur disons, la chaîne de la collecte ont fait évoluer leurs outils pour supporter justement une infra server-side, que ce soit les cloud providers, les TMS avec des conteneurs server-side et les partenaires Media Analytics qui fournissent des tags disponibles, compatibles en server-side. Comme sur toutes les autres tendances, on fait le petit point privacy. N'ayez aucun doute, la collecte server-side, c'est un élément d'infrastructure. Vous deviez collecter le consentement sur la partie infrastructure client-side. Vous devriez et vous allez devoir continuer à collecter le consentement sur l'infrastructure
server-side. N'ayez aucun doute là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses sur le marché qui sont dites par rapport à ça, mais le recueil du consentement doit toujours être fait sur la partie architecture server-side. Alain, je te redonne la main. Yes, merci. Ensuite, au-delà de la collecte, disons, en direct, en ligne, les acteurs ils vont devoir pouvoir échanger, croiser de la donnée first party au sein d'environnements qui apportent toutes les garanties de sécurité. Et donc là, on va se parler de data clean room qui vont jouer un rôle important dans un monde cookieless, et ce de plus en plus. Pourquoi on se parle de clean room? On est à un point d'inflexion, disons, où les annonceurs sont poussés à croiser leurs propres données avec celles d'autres acteurs. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, les cookies first party sont en train de disparaître, donc ils vont devoir capitaliser sur leurs données first party, mais on a dans le même temps une concentration, un isolement des acteurs depuis quelques années qui fait que les annonceurs ils vont devoir fonctionner en silo, individuellement, avec chaque acteur et aller travailler leurs données propriétaires avec chaque partenaire média. Et on a dans le même temps les innovations dans le milieu du data processing, avec des annonceurs qui sont de plus en plus mûrs sur le cloud, le machine learning, qui sont plus autonomes et qui ont envie d'aller plus loin dans l'exploitation de leur clean room. Donc tous ces facteurs font qu'on converge vers l'adoption de data clean room. Assez rapidement, donc avec une clean room, on peut identifier des partenaires avec qui on va croiser de la donnée first dans un environnement sécurisé. Aucun partenaire pourra extraire la donnée de l'autre. L'idée, c'est de faire des jointures entre les bases des deux partenaires via des requêtes SQL. Ensuite, la donnée qui en ressortira, ça sera de la donnée agrégée. Donc, on n'a aucune possibilité de faire des analyses à la maille utilisateur. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des thresholds, c'est-à-dire des minimums, des seuils minimums qui font que si on a des audiences, par exemple, qui sont trop faibles, des volumes de données trop faibles en sortie, la clean room ne nous donnera rien pour éviter justement d'aller à cette maille utilisateur. Et en output, on aura soit de l'insight, essayer de mieux comprendre qui sont nos clients ou nos visiteurs. On aura de la mesure comme cas d'usage, faire des mesures, des analyses médias plus avancées via de la donnée justement qui n'est pas accessible depuis les plateformes de management de campagne, par exemple, et qui serait fournie par des partenaires médias. Et bien évidemment, de l'activation en créant des segments d'audience qui peuvent parfois être un peu plus complexes, en exploitant cette mesure propriétaire et en activant directement ces audiences-là dans des outils d'activation média. Le paysage d'offres sur le clean room, il s'est étoffé sur les dernières années. Donc, on a vraiment plusieurs familles d'acteurs. On a les walled gardens qui vont donner un accès à leurs données ad-centric, un accès exclusif. Donc, on va venir surtout faire de l'analyse média, de l'insight média et de l'activation du média exclusivement au sein de leur environnement propriétaire, bien entendu. Ensuite, on a des acteurs indépendants qui vont proposer un socle technologique en tant que tiers de confiance pour aller croiser de la donnée first party avec un partenaire éditeur, un partenaire annonceur, etc. Ensuite, potentiellement, on pourra activer cette donnée selon les connecteurs qui sont proposés. On a les cloud providers qui proposent ça aussi. Et nous, par exemple, ce qu'on propose, c'est des solutions custom de Data Clean Room développées au sein de BigQuery. Bien entendu, là, vous vous en doutez, on va mixer la donnée first party d'annonceurs avec la donnée first party effectivement de partenaires. Donc là se pose une question logique du consentement. Quel consentement il va falloir demander aux clients et quel niveau informationnel il va falloir donner aux consommateurs et à nos clients pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas encore stabilisé. On voit quelques initiatives diverses et variées, mais encore une fois, pas de jurisprudence par rapport à ça. Donc, ça va être quelque chose à retravailler avec vos DPO et avec vos équipes légales pour s'assurer que vous êtes bien dans les clous par rapport à l'injection de vos données dans les data clean rooms. Et donc, troisième et grande dernière partie, je vais essayer de faire ça rapidement, puisqu'on a pris quasiment tout le temps. Les annonceurs, ils vont devoir diversifier les méthodes de ciblage. On verra, il y a diverses innovations de marché aujourd'hui, des initiatives qui sont en cours de développement. On a décidé de vous parler des ID providers et de l'initiative Privacy Sandbox aujourd'hui. Comme je viens de le dire, il n'y a pas vraiment de nouveaux standards. Il y a des initiatives. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Voilà. On est limité par le temps. Donc,
Concentrons-nous d'abord sur les ID providers. Donc, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que on est vraiment dans une phase de transition avec une fragmentation, une multiplication des méthodes d'identification qui sont proposées sur le marché. On a des nouvelles solutions, des nouvelles technos. On a aussi d'autres acteurs qui étaient présents depuis bien longtemps et qui sont mis davantage sur le devant de la scène dans ce monde cookieless dans lequel nous sommes en train d'arriver. Et en intégrant, du coup, juste pour rappel, en intégrant ces ID au stack technologique, ces providers d'ID au stack technologique, il y a à la fois les éditeurs qui vont essayer de maintenir un revenu publicitaire grâce à une meilleure valorisation de ce fameux bundle data plus média. Et donc, selon un provider, justement, avec qui on échange sur ces sujets, eux, ce qu'ils remarquent, c'est une augmentation du CPM de moyenne 11% et au global de 39% sur les navigateurs qui ont des contraintes cookieless, donc dans un environnement cookieless. Et pour les annonceurs, l'objectif, c'est de maintenir, bien entendu, une communication qui soit efficace en identifiant des utilisateurs ailleurs dans un environnement qui soit tiers. Et donc, selon ce même provider d'ID, les retours étaient à un reach qui allait entre 25 et 80%. Donc ça dépend vraiment de l'acteur qui souhaite le déployer. On observe que ces acteurs, ils sont vraiment tout horizon, industries différentes, technologies différentes, mais à chaque fois en bout de chaîne, c'est un ID, un identifiant qui sera passé dans les bid requests pour que l'annonceur essaye de retoucher un utilisateur. Donc, on voit des régies publicitaires, des télécoms comme Utic, avec la joint venture des telcos en Europe, des data onboarders, bien entendu, LiveRamp avec un ID graph assez puissant, des éditeurs, Prisma Media qui avait développé le Prisma ID qui est devenu ensuite le First ID pour essayer d'intégrer plus d'acteurs, d'éditeurs, d'annonceurs au fond de l'initiative. Et ensuite, il y a des acteurs comme ID5 dont c'est vraiment le cœur de métier. Et il y a des grandes familles, du coup, techniquement, des grandes familles d'ID providers. On a les probabilistes qui vont utiliser plutôt IP, user agent, des données de contexte. Là, on aura un reach important, mais on a des limitations, par exemple, sur le cross-device. On a les déterministes qui vont utiliser l'email, l'IP pour les telcos, puisque c'est eux qui la fournissent. Donc là, on aura de la mesure forcément cross-device, mais les limitations seront qu'on a un reach limité, puisqu'on a besoin de trafic logué. Et on a aussi la famille des cookies first party cross-domain, c'est un peu particulier. Ici, on est sur des mécaniques de redirection pour la mesure. T'es en mute, Guillaume. Effectivement, au niveau vie privée, on a des questions à se poser par rapport à ces ID. On parle bien d'ID provider pour identifier, donc se pose la question du consentement. Pour la plupart des ID providers et des technologies associées, il faudra demander le consentement via la CMP des sites web concernés. Et on voit déjà des premières initiatives où on voit dans les CMP une catégorie ID provider qui commence à apparaître. Après, se pose la question pour les méthodes purement probabilistes qui se rapproche, on va dire, du fingerprinting, donc d'une pratique qui a mauvaise presse, que le régulateur n'aime pas et qui ne peut pas passer par le consentement CMP. Donc, par rapport à ces méthodes probabilistes, il y a encore effectivement un certain nombre de questions, de clarifications à avoir de la part des différents providers. Et terminons par l'initiative Privacy Sandbox, qui est du coup une initiative de Google, qui vise à maintenir les capacités d'activation et de mesure des annonceurs, avec des techniques, on le verra, qui sont moins invasives que le cookie tiers. La solution, elle est développée par les équipes Chrome de Google. Donc, ces équipes, elles ne sont pas en contact avec les équipes Ads. Et l'ensemble des acteurs du marché peuvent y contribuer avec des propositions, des retours, etc. On a vu, il y a quelques acteurs sur la tech qui ont fait des retours justement sur cette techno. L'idée, c'est de sanctuariser le navigateur, car c'est au sein du navigateur que se feront les calculs, les signaux qui pourront ensuite être transmis aux acteurs via API. Et c'est disponible dès maintenant, avec plusieurs acteurs d'ailleurs côté sell et côté buy qui se sont publiquement déclarés en tant que testeurs. Donc côté AdTech, on a Criteo par exemple qui le fait depuis un petit moment, qui teste, Triple Lift, Adform, on a Pubmatic, RTB House et d'autres. Et côté publisher en France, on a par exemple Média Figaro, Prisma Media qui se déclarent tester l'outil ou vont le faire. Plusieurs API sont développées. Ici, on présente les trois principales, celles dont on parle le plus.
Topics, qui sera utilisé pour le ciblage basé sur les intérêts utilisateurs. Protected Audience, qui est censé euh, répliquer les mécaniques de remarketing. Et Attribution Reporting, qui sera utilisé pour de la mesure de performance, de l'attribution. La promesse de Topics, c'est de permettre de continuer à faire du ciblage par intérêt sans utiliser les segments qui vont être fournis par les régies publicitaires ou les outils ad tech, mais via des signaux qui vont être envoyés justement depuis Chrome en fonction de l'historique de navigation de l'utilisateur. Donc ces signaux, c'est les fameux topics. Aujourd'hui, il y en a 470. La taxonomie, elle évolue. Il faut savoir qu'il y a peu de temps, il y en avait 350. Et on ne sait pas si ces 470 seront voilà, une version définitive, probablement pas. Donc, comment ça fonctionne? Les topics, ils sont attribués au site web, généralement en fonction du nom de domaine, mais en ce moment, il est discuté de pouvoir laisser les éditeurs choisir leurs propres topics. Il n'y a pas de limite d'ailleurs, mais généralement, c'est entre 1 et 3 topics par site web qui sont attribués. Ensuite, lorsque l'utilisateur il navigue sur les sites, les topics, ils s'additionnent dans son historique de navigation. Et cet utilisateur, lorsqu'il arrive sur le site d'un éditeur, c'est là que Chrome va devoir fournir les topics aux annonceurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au sein de Chrome, il y a un calcul pour définir 3 topics à partager qui se fait. Un topic pour chaque semaine des 3 dernières semaines de navigation. C'est un peu complexe. Et pour chaque semaine, ce sera un topic qui sera choisi aléatoirement parmi les 5 top topics de l'historique de navigation. J'ai essayé de rendre ça simple. J'espère que vous pouvez poser vos questions d'ailleurs si vous en avez. Et ensuite, ces 3 topics ils seront partagés aux annonceurs pour qu'ils l'exploitent dans justement leur stratégie de ciblage et les enchères. Donc, il faut savoir que pour un même éditeur, enfin non, pour un même utilisateur, 2 éditeurs fourniront quasi certainement des topics différents aux annonceurs. Donc, ça va permettre de s'assurer que les éditeurs ne pourront pas se comparer, se partager justement les topics qu'ils fournissent et réidentifier des utilisateurs puisque du coup, ça voudra dire qu'on aurait la même mécanique qu'avec les cookies tiers. Du coup, quelle est la grande différence avec le modèle de fonctionnement précédent? C'est la dernière slide pour Privacy Sandbox. Dans l'ancien paradigme, en fait, le travail de segmentation, il était porté par les acteurs publicitaires et l'ensemble des signaux qu'ils collectaient chacun de manière individuelle. Ça pouvait être des signaux de contexte, déclaratifs, des signaux tiers, etc. Donc, ça aboutissait à des milliers de typologies de segments, des segmentations parfois sur des critères sociaux, ethniques, des données sensibles, etc. Et ces informations-là pouvaient aussi être partagées. Dans le paradigme émergent avec Privacy Sandbox, la segmentation des utilisateurs, elle est définie dans Chrome. Et c'est pour ça qu'on dit que le navigateur, il est sanctuarisé. Et ensuite, les acteurs publicitaires, ils devront faire avec ces signaux qui leur sont transmis depuis l'API. Et le navigateur, d'ailleurs, il va appliquer plusieurs mesures de protection pour s'assurer que le tracking soit moins invasif que les cookies tiers et qu'on ne puisse pas réidentifier un utilisateur de site en site. Voilà, c'est une initiative qui est toujours en test, en cours d'itération. Donc, ce que je suis en train de dire, ça peut peut-être être modifié dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà. Mais la philosophie restera probablement la même. Vous l'avez bien compris, hein, la Privacy Sandbox, ça va être déployé vraiment très fortement courant 2024 et très fortement à partir de Q3 2024. Et se pose aussi la question de la collecte du consentement. Y aura-t-il besoin d'une collecte du consentement pour faire fonctionner par exemple Topics? On pourrait très bien avoir des réponses différentes en fonction des plaques géographiques. Peut-être pas en Amérique du Nord, certainement qu'il y aura besoin d'un recueil du consentement quelque part, notamment dans la zone de l'Union européenne. Ensuite se posera la question de comment on pourra effectivement collecter ce consentement. Est-ce que ça sera un consentement qui sera directement dans le navigateur ou ou est-ce que cela passera par une révision des, euh, des modalités de déploiement d'une CMP? Peut-être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour de la collecte du consentement dans le cadre de la Privacy Sandbox. On n'a pas beaucoup de réponses. En tout cas, ça va être une chose à surveiller de près sur toute l'année 2024. On arrive à la conclusion de ce webinaire. On a essayé de vous présenter aujourd'hui avec Google et 55 l'ensemble des choses à surveiller
au niveau post-cookie et réglementaire pour fin d'année 2023 et pour toute l'année 2024. Ce qui est sûr, c'est que vous, en tant que marque, en tant qu'annonceur, vous devez préempter ce sujet proactivement et élaborer une feuille de route post-cookie dès maintenant. Pour cela, avant de partir, moi j'aurais trois recommandations à vous faire pour élaborer votre feuille de route post-cookie 2024. La première chose, c'est que vous allez devoir embarquer dès à présent, dès la fin de ce webinaire, votre DPO, si ce n'est pas encore fait, le plus tôt possible, parce que le post-cookie, c'est la collecte de nouvelles données avec des nouvelles finalités et certainement avec des nouveaux partenaires. Le deuxième grand pilier, c'est vous allez devoir tester des nouvelles initiatives. N'attendez pas Q3 2024 pour le faire. Commencez dès fin 2023, S1 2024 pour tester la Privacy Sandbox, tester les ID providers, tester de la modélisation. Et troisièmement, vous allez devoir aussi tester la résilience de vos partenaires actuels. Tous, on l'a vu avec Alain, ne sont pas, on va dire, aussi résilients par rapport à la fin des cookies tiers. Vos partenaires actuels ne seront pas forcément vos partenaires de demain et vous devez, dès à présent, anticiper effectivement le fait de travailler avec des nouveaux partenaires. On a terminé les slides qu'on voulait vous présenter. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Il reste 5 minutes pour les plus valeureux d'entre vous qui peuvent rester jusqu'à 15 heures. On va regarder les questions. Euh, Sur les CMP certifiés, Sabrina, tu as répondu? Oui, j'ai mis le lien. Effectivement. Est-ce que cette liste, elle peut évoluer? Est-ce qu'elle peut évoluer en cours de route aussi? C'est une question souvent qu'on a. Oui, il s'agit, enfin, c'est les CMP qui souhaitent être certifiés. Ils ont toutes les informations pour être certifiés chez Google sur le lien que j'ai envoyé. Et sur la deuxième question, je ne sais pas si elle a été répondue, mais on va aussi la reprendre. Non, Si on je ne peut voulais pas. l'apprendre à l'oral parce que Vas-y, je voulais je t'en apprendre à prie. l'oral parce qu'à l'écrit, ça aurait été un peu restrictif. Donc, Je t'en prie. attendez, je vais revenir. Donc la question, c'est si on n'implémente pas Como, donc Como dans sa nouvelle version, donc qui va être disponible dans les semaines à venir, là, très très rapidement. Les conséquences, c'est que les activations d'audience et de personnalisation seront pas possibles. On a besoin de ce consentement pour la publicité ciblée basée sur des données personnelles. Donc en effet, il y aura des conséquences immédiates avec aussi un enforcement qui se fera au courant 2024 sur la partie mesure. Il y a la question pas d'impact sur le partage des conversions de GA4 vers Google Ads. La réponse est si, il y aura un impact à partir de mars. Donc, il est important de pouvoir signaler le choix de l'utilisateur au service Google pour qu'il puisse être activé sur ces parties-là. Et on partagera bien évidemment des détails dans des help centers qui seront dédiés sur la nouvelle version de Como qui seront disponibles très bientôt. Et d'ailleurs, les API la documentation sur les API sont déjà disponibles. Je pense qu'on fera un follow-up peut-être sur les ressources qui sont publiques après le webinaire si ça vous intéresse. Exactement. Merci beaucoup, Sabrina, pour ces précisions. Effectivement, en follow-up, on va envoyer à tous les participants et à tous ceux qui se sont inscrits un petit compte rendu, effectivement, avec les slides présentés et aussi avec de la documentation 55 ou la documentation Google pour aller approfondir un peu plus certains éléments. Eh bien, écoutez, on vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir tous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain. Merci encore, Sabrina, pour ta présence et ta précision dans l'année 2024 qui s'annonce. Et n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir, Au revoir. merci.